Donc, je m'appelle Gilles, je suis agriculteur dans le Loiret, à l'est du Loiret. Et puis, je suis aussi youtubeur. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, Gilles, agriculteur du Loiret. Mon exploitation, elle fait 250 hectares cultivés, 280 hectares en tout, mais j'ai pas mal de jachères. Et concrètement, les cultures, c'est colza, du blé, de l'orge, du maïs, un peu de févrole, un peu de tournesol, des semences d'oignons et de luzerne. Et puis quelques cultures, là cette année j'ai essayé le chanvre et puis d'autres petites cultures comme ça en plus. D'accord, tu es installé depuis quand? Je me suis installé en 2012. Avant j'étais conseiller d'entreprise dans un Cerf France. Et puis j'ai repris la ferme familiale en 2012. Alors mon grand-père a repris la ferme où il y a mon papa après la Deuxième Guerre. Donc il était arrivé dans Lyon avant, entre les deux guerres, et puis il a repris et il a redéménagé jusqu'ici après la Deuxième Guerre. Et il a repris cette ferme, il me semble, dans les années 70. Alors la petite anecdote, c'est que souvent l'été, on a pas mal de gens qui viennent et qui nous disent on est né ici, parce que concrètement je pense que c'était des fermiers qui étaient là et qui restaient 2-3 ans, et c'était des terres très très humides ici, à très faible potentiel, et en fait souvent ils restaient pas très longtemps. Ils faisaient 3-4 ans et puis malheureusement ça tenait pas parce que c'était vraiment très très humide. Et quand mon grand-père est arrivé, ce qu'il a fait en premier, c'est commencer à drainer les sols, et c'est ce qui a permis de faire quelque chose de cette exploitation-là. Alors, j'ai à peu près le même type de sol sur les deux fermes, ils sont distantes de 6 km. On est vraiment sur des choses très similaires. Par contre, sur cette ferme-là, j'ai l'irrigation. Donc, c'est mon père qui avait créé une réserve collinaire. Donc, on stocke l'eau qu'on a en excès l'hiver. Toutes les eaux de drainage, concrètement, on fait en sorte de les récupérer dans une grande réserve. Et c'est ce qui nous permet d'irriguer l'été. Là, vous voyez au fond le canon ou la rampe. Ça change sur cette ferme là seulement, puisque ça me permet de faire des cultures de printemps, enfin des cultures d'été comme le maïs qui demande un peu plus d'eau, comme les oignons qui ont besoin d'eau en été. Donc ça me change là seulement. Alors que sur l'autre ferme, j'ai plutôt des cultures, on va dire, implantées d'automne ou d'hiver. Je suis un peu plus limité parce que on a des terres très séchantes à partir du mois de juin. Souvent le coup de sec du mois de juin a tendance à limiter vraiment les choses. L'année dernière, j'avais fait un maïs non irrigué justement pour essayer de casser les rotations. Malheureusement, voilà, c'était une année sèche, il a fait à peine 20 quintaux. Et pourquoi un céréalier où généralement on reste toujours sur ces mêmes types de cultures, quoi. On parle de blé, on parle d'orge, on parle de colza, on parle de maïs. Pourquoi pas faire d'autres cultures? Alors j'aimerais bien en faire plein d'autres. Il y a deux choses. Il y a la qualité de nos sols qui vont empêcher certaines cultures, et après il y a le côté économique. Alors par exemple la qualité de mes sols, moi j'ai beaucoup de silex, beaucoup de cailloux. Donc tout ce qui est en terre, ça ne fonctionne pas. Donc je m'étais posé la question pour faire des oignons, non pas porte-graines, mais des oignons, ils m'ont tout de suite dit c'est pas la peine, quand tu vas récolter, il y aura des chocs sur les oignons, ils vont être lacérés par les cailloux. Deuxièmement, ça va nous monter des cailloux dans l'usine, donc quand ils sont venus voir les sols, ils ont dit non, on ne prend pas d'oignons chez toi. Donc c'est vrai que ce côté caillou me pose certains soucis. Et après il y a le côté rentabilité. Par exemple, je fais des févroles régulièrement. C'est des plantes, quand on arrive à faire 2 tonnes, 2 tonnes 5 à l'hectare, on est content. Mais c'est plutôt 1 tonne 5 à 2 tonnes. Et puis c'est vendu 200 €. Donc chiffre d'affaires 450 €. Et moi, sur mon exploitation, il faut que je fasse entre 800 et 1000 € de chiffre d'affaires à l'hectare pour couvrir mes charges, tant les charges de structure que mon travail et tout ça. Donc c'est souvent des cultures. Aujourd'hui, je sais que mon tournesol, mes févroles, donc là j'ai 20 hectares de tournesol et puis 6 hectares de févroles, ça c'est déjà des cultures où je ne gagne pas d'argent.
mais qui ont un intérêt pour casser ma rotation, pour apporter d'autres moments, ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie rotation. Mais je sais qu'économiquement, quand on fait la marge sur 5-10 ans, avec les années où il n'y a rien eu et puis les années où j'ai gagné un peu d'argent, en tout, j'ai travaillé pour rien. Tu as fait toi une vidéo qui présente un peu ton usage du glyphosate. Pourquoi tu l'utilises et pourquoi tu défends son utilisation? Alors, je défends son utilisation parce que le glyphosate permet quelque chose. Ça permet justement l'agriculture de conservation des sols. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut mettre le principe de l'agriculture de conservation des sols, c'est on ne bouge plus le sol. Donc on ne va plus retourner le sol, essayer de mettre le moins d'outils mécaniques pour bouleverser le sol, parce qu'on sait que dans un sol, c'est les 2 premiers centimètres où il y a quasiment toute la vie du sol. Il y a quelques vers de terre qui redescendent, mais tout ce qui est bactéries, champignons, tout ça, ça se passe vraiment sur ces 2 premiers centimètres de sol, des fois 3. C'est là où il y a toute la richesse du sol. Et chaque fois qu'on remet tout ça en dessous, une bactérie elle a besoin d'air, elle a besoin de lumière, elle a besoin de tout un tas de choses. Et on a tendance à limiter tout ça. Donc première chose, on ne fait plus de travail du sol dans l'agriculture de conservation des sols. Deuxième chose, on a un sol toujours couvert. Donc faut qu'il y ait une culture dessus, ou si entre 2 cultures, on remet un couvert, où on a une culture permanente qui permet de toujours avoir de la couverture. Ou au pire un petit peu de résidus de récolte pendant quelques semaines, quelques mois. L'objectif c'est quoi? C'est que quand vous avez un sol qui n'est pas couvert, en plein été, ça devient de la cendre. Pourquoi? Parce que il se dessèche, il n'y a plus rien à manger entre guillemets, c'est plus vert, c'est plus et ça veut dire aussi que vos vers de terre, toute la vie de votre sol, les bactéries, tout ça, les champignons, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, donc ils meurent. Enfin, c'est du vivant, il faut qu'il y ait à manger, et il faut qu'il n'y ait pas trop de chaleur, et il faut qu'il y ait un peu d'humidité, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc tout ça, le seul moyen, c'est d'avoir toujours une couverture permanente des sols. Et le troisième pilier de l'agriculture de conservation des sols, c'est allonger les rotations. C'est ce qu'on a pu parler tout à l'heure, ce qui est très important, parce que plus on va réussir à mettre de nouvelles cultures, de nouvelles choses dans nos sols, plus on va mettre de la diversité dans nos sols, plus on va réussir à favoriser une vie du sol, une vie microbienne, des champignons différents. Donc aujourd'hui, 2 solutions, c'est toujours les 2 mêmes solutions possibles dans notre boîte à outils. Soit du travail du sol, soit des produits chimiques. La chimie a cet intérêt, c'est qu'on peut viser quelque chose et sans abîmer, sans détruire l'écosystème qui s'est fait. En contrepartie, il faut trouver les bons produits qui ne détruisent pas aussi l'écosystème. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le glyphosate, ça avait cet intérêt-là, c'est qu'il permettait de toucher uniquement les plantes en foliaire. Donc lorsqu'il y a une goutte de glyphosate qui tombait sur une feuille d'une plante, cette plante mourrait. Et ça va nous permettre de ressemer notre nouvelle plante, et on n'a pas, dans la plupart des herbicides, il y a une rémanence. Une rémanence, c'est quoi? C'est que quand on applique l'herbicide, il faut 3 mois, 6 mois, des fois un peu moins, des fois un peu plus, avant de pouvoir ressemer une plante qui est sensible à cet herbicide. Là, même si le blé est sensible au glyphosate, on peut le semer le lendemain parce qu'il ne va pas avoir une goutte qui va lui tomber dessus. Donc en agriculture de conservation, ce produit-là était intéressant pour ça, parce qu'il a un spectre très large, donc il arrive à tuer toutes les plantes de notre couvert, sans pour autant empêcher la culture d'après. Et la dernière chose, c'est que nous, en France, il n'y a pas d'OGM, donc on ne mettra jamais un coup de glyphosate sur un maïs, sur un blé, sur une plante qu'on va consommer. Pourquoi? Parce que sinon il meurt comme comme nos couverts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise, c'est pour détruire un couvert. On va l'interdire en France, où il est utilisé pour favoriser une agriculture qui, à mon avis, est intéressante, parce que c'est un des moyens pour pouvoir stocker du carbone, de justement pas retravailler le sol, de ne pas grouiller le sol, mais de réussir à travailler sur un sol toujours vivant
avec une multitude de cultures qui sont là tant pour favoriser le sol à certains moments, tant pour faire quand même du revenu, donc pour faire de la bouffe pour chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, moi je m'en fiche que ce soit du glyphosate, que ce soit un autre produit, mais il nous faut un produit qui puisse détruire la totalité de ce qu'il y a à un moment donné pour pouvoir repartir à zéro, pour ressemer une culture, qui ne coûte pas trop cher et qui n'ait pas de rémanence, donc qui soit uniquement foliaire. Aujourd'hui, il n'y avait que le glyphosate qui permettait ça. On n'a pas encore trouvé un autre produit plus naturel, plus meilleur. Voilà. Donc vivement qu'on trouve autre chose si demain il est interdit. Mais moi je me vois mal revenir en arrière et retravailler tous mes sols parce que je vais retrouver tous les problèmes que j'avais avant. Que tu as réglé avec l'agriculture de conservation. Oui, et puis deuxièmement, j'ai un problème de rentabilité sur ma ferme, c'est que si j'ai plus le glyphosate, si j'ai plus l'agriculture de conservation, donc le semi-direct sous couvert, il faut qu'avec la même ferme, je sorte de salaire parce qu'on aura deux fois plus de temps de travail. Et donc aujourd'hui, économiquement, ça passe pas. Donc ce n'est pas parce que tu es à la solde du géant Monsanto que tu veux absolument garder ce glyphosate? Non, parce qu'aujourd'hui, cette histoire de Monsanto, c'est la personne à abattre, machin truc, mais aujourd'hui, c'est une molécule qui est tombée dans le domaine public. Donc je suis même pas sûr que j'ai déjà acheté un glyphosate Monsanto. Le Roundup qui lui y vend, d'ailleurs je ne sais même pas s'il vend encore vraiment en France, en termes de tonnage. Nous on achète du générique parce que c'est donné dans le domaine public et c'est pour ça qu'il est pas cher et c'est vachement intéressant pour nous. Et on ne va pas acheter du super Roundup qui lui est vendu avec justement les OGM. Ça c'est le système américain, c'est pas le système en France. C'est pas comme ça qu'on utilise le glyphosate en France. En fait, je voulais connaître un petit peu les abeilles parce qu'on en disait plein de choses. On disait les agriculteurs détruisent toutes les abeilles, tout ça. Et donc, je voulais un peu voir par moi-même ce que ça donnait. J'avais aussi, à ce moment-là, je démarrais justement la culture d'oignons. J'avais besoin d'abeilles parce que le seul moyen de polliniser les oignons, donc d'aller croiser des fleurs d'oignons ensemble, c'est d'utiliser les abeilles parce que sinon, nous à la main, il faudrait prendre pistil par pistil, et sur une tête d'oignon comme ça, il y a à peu près 500 à 1000 fleurs. Donc si vous devez prendre 500 à 1000 pistils pour les remettre dans une un peu plus loin, et que vous avez 5 hectares comme ça, il faudrait des millions de personnes. Voilà, on met des milliers d'abeilles et elles feront très bien le job. Donc les 2 premières années, ça a été la galère. Après, j'ai rencontré un apiculteur professionnel qui m'a commencé à bien m'expliquer. Il m'a déjà dit, faut faire en sorte de les nourrir. Si tu ne leur donnes pas à manger avec des cultures, avec tout ça, faut leur donner du sucre en attendant. C'est pas bon pour elles, c'est très mauvais le sucre, mais c'est moins pire qu'elles meurent de faim. Donc voilà, ça c'est la première chose, s'en occuper, leur donner à manger, donc leur donner de quoi butiner et qu'elles puissent faire leur propre miel. Prendre que le miel en excédent en étant sûr qu'ils en aient assez pour passer l'hiver. La dernière chose, c'est vraiment réussir à faire en sorte qu'elles n'aient pas de parasites, pas le varroa, qui est un petit acarien qui se met sur elles, parce que ça affaiblit les colonies et là ça pose souci. Le problème des agriculteurs, c'est pas un problème, c'est plutôt une solution, parce que c'est eux qui ont les terres qui permettent de nourrir les abeilles. Il n'y aurait pas le colza, il n'y aurait pas des cultures comme ça qui sont très mellifères. Les abeilles, elles démarrent avec du colza. Et c'est ce qui permet toutes leurs réserves de l'hiver qu'elles ont consommées, quand ils arrivent juste aux premières fleurs de colza, c'est une des premières fleurs, il y a l'aubépine juste un peu avant, mais voilà, c'est grâce à cette grosse mielée-là qu'elles refont leurs réserves et qu'on est sûr qu'elles résistent après, quoi. Donc voilà, on a pu voir qu'il y avait vraiment une synergie entre les cultures qui sont produites, les bandes tampons, des choses comme ça. Et puis il y a peut-être des choses à faire, pas broyer trop tôt les bords
les bords de route ou les bords de champs, parce que c'est vrai qu'il y a des fleurs dedans, il y a des choses intéressantes. Nous, on a pas mal de bois, pas mal de choses comme ça, donc on a aussi tout ce qui est les mûriers qui permettent d'avoir pas mal de plantes. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses intéressantes. On découvre plein de choses sur les abeilles. Tu crois encore à l'avenir de l'agriculture? Bien sûr. Je crois même plus que ça, plus qu'à l'avenir de l'agriculture. Je pense que l'agriculture, c'est une des solutions. C'est une des solutions pour demain. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'écologie. L'agriculture fait partie des solutions. Et aujourd'hui, il y a une chose qui m'horripile, c'est d'entendre des groupes écologistes ou des associations comme ça qui sont très militantes, qui oublient que les seuls à faire de la vraie écologie, c'est les agriculteurs. Je m'explique pourquoi. C'est que quand on est en ville, qu'on est salarié, on peut faire des choix de consommation, on peut faire des réductions de pollution, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut essayer d'avoir moins d'emprise sur la nature, sur le carbone, sur le réchauffement climatique, tout ça. Donc on peut juste faire du moins pire. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on fait le contraire, on fait du plus. Et heureusement qu'on est là. C'est que là, mon maïs, il est en train de stocker du carbone. Je suis en agriculture de conservation, donc je ne vais pas rebrûler ce carbone, je vais l'enfouir. Donc concrètement, c'est du CO2 qu'on prélève, les fameux gaz à effet de serre, les problèmes de réchauffement climatique. Nous, on arrive à les capter et on arrive à les retransformer. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour l'avenir. Donc, ouais, l'agriculture, elle a de l'avenir, ne serait-ce que pour ça. Et puis, on mangera toujours. Ça paraît important. Ça paraît la base, faut pas l'oublier.